En 1543, André Vézal bouleversait l'anatomie en publiant à Bâle De Humani Corporis Fabrica. Ce n'était certes pas le premier livre d'anatomie au monde, mais ce monument de 700 pages, très richement illustré, établissait les bases de l'anatomie humaine moderne, en s'affranchissant du poids millénaire des affirmations fantaisistes de Galien dans ce domaine, qui les avait faites sur des dissections animales. Vézal fondait ses descriptions sur des dissections du corps humain. Auparavant, l'anatomie était enseignée par un médecin qui lisait les textes de Galien en grec ou en latin et qui dirigeait la dissection d'un animal par un chirurgien barbier. Non seulement Vézal disséquait lui-même en utilisant des cadavres humains de suppliciés, mais il observait, décrivait, dessinait et enseignait lui-même. Sur ces bases naquit la chirurgie moderne, dont Ambroise Paré fut un des premiers représentants français. Les progrès qu'il fit faire à l'anatomie et à la chirurgie découlaient tout aussi directement de son observation des blessés et des cadavres. Ce n'est rien de feuilleter les livres, de gazouiller, de caqueter en chair de la chirurgie, si la main ne met en usage ce que la raison ordonne, écrivait-il. À partir de cette époque, les chirurgiens ne conçoivent plus désormais leur formation sans dissection cadavérique, destinée à parfaire à la fois leurs connaissances anatomiques et leur savoir-faire chirurgical. Les anecdotes relatives à ces dissections et aux façons plus ou moins avouables de se procurer des cadavres sont innombrables, même si des dissections officielles avaient lieu dans l'amphithéâtre de chirurgie à Paris, rue des Jacobins, devenu rue de l'École de médecine depuis le XVIIe siècle. C'est pour mettre fin aux dissections clandestines que l'amphithéâtre d'anatomie avait été créé à Paris en 1832, rattaché à l'assistance publique en 1849 et devenu École de chirurgie des hôpitaux de Paris en 1970. Achevé en 1953, l'UFR biomédical de la rue des Saints-Pères à Paris comportait 4 gigantesques étages entièrement consacrés à l'anatomie. Il y avait 8 énormes salles de dissection au 5e et 7e étage, une bibliothèque et des salles de cours au 6e, des bureaux et le musée Orfila au 8e étage. À l'époque où la loi Debré créait les CHU, l'anatomie triomphait de façon éclatante à la faculté de médecine. Au même endroit aujourd'hui, le département d'anatomie est misérablement réduit au quart d'un seul étage. Tous les autres locaux ont été attribués à d'autres spécialités, telles que l'informatique ou la physique, ou à des laboratoires de recherche fondamentale. Il ne subsiste plus ainsi que 2 salles de dissection pour la totalité des étudiants en médecine de toutes les universités parisiennes. Le musée a disparu et ses objets ont été mis en caisse, qui sont stockés on ne sait où et donnés à l'université de Montpellier, plus ouverte à la culture médicale que celle de Paris 5. La bibliothèque, lieu unique où étaient rassemblées toutes les revues, livres et articles hérités des professeurs de l'école d'anatomie de Paris depuis plus d'un siècle et demi, a laissé la place à des bureaux et à des salles de cours. Ces livres ne semblent pas avoir été numérisés et leur destin est inconnu. Qu'un tel passé, aussi fécond, aussi glorieux, soit balayé et mis en carton sans remords et sans que personne ne puisse s'opposer à une administration universitaire toute puissante, est déjà en soi un signe des temps. L'anatomie a totalement disparu du programme de l'internat en 1986 avec la réforme des DES et DESC. Les DU d'anatomie et les DIU d'anatomie ont alors été créés par les enseignants pour compenser cette carence pédagogique majeure pour les internes en chirurgie. Le concours de l'internat lui-même a disparu en 2004, remplacé par l'examen classant national. Jugé trop élitiste, c'est pourtant de cet internat créé en 1802 que sortaient tous les chirurgiens français. Alors que la médecine perdait ainsi sa grande école, c'est en cette même année 2004 que l'École nationale de santé publique de Rennes, qui forme les directeurs d'hôpitaux, est devenue une grande école, rebaptisée pour la circonstance École des hautes études en santé publique. Nivellement par le bas indiscutable des médecins et chirurgiens, passés en l'espace d'une génération du statut d'aristocrate à celui de simples employés de l'assurance maladie et des mutuelles de santé. Quoi qu'il en soit, et s'il est difficilement concevable qu'un médecin clinicien puisse n'avoir que des connaissances sommaires en anatomie descriptive et fonctionnelle,
Il est inimaginable qu'un chirurgien puisse ne pas connaître de façon très approfondie l'anatomie topographique, les rapports et les variations anatomiques des régions de son domaine de compétence. L'acte chirurgical est en effet effractif, c'est-à-dire qu'il franchit la barrière cutanéo-muqueuse dans un but thérapeutique. Une fois la peau incisée, le chirurgien doit reconnaître ce qu'il voit et trouver ce qu'il cherche. Pour cela, il doit non seulement connaître les instruments et savoir quand et comment les manier, mais aussi et surtout savoir ce qu'il dissèque. L'anatomie et la chirurgie sont consubstantielles. Il est impossible pour un chirurgien de se passer d'anatomie. Ce n'est pas l'anatomie qui est remise en cause, disent ses détracteurs, ce sont les façons de l'enseigner. Les techniques actuelles de simulation informatique, les mannequins ont, selon eux, rendu obsolètes les dissections cadavériques qui, par ailleurs, gardent une odeur de soufre politiquement incorrecte. Sans parler des mannequins qui sont à la réalité ce que les dessins d'enfants sont à la peinture de Rembrandt, l'enseignement moderne de l'anatomie bénéficie sans aucun doute des techniques actuelles de modélisation en 3D. Il est extrêmement ludique d'observer sous toutes ses faces une image anatomique de synthèse en 3 dimensions. Pour autant, il n'est pas certain que les connaissances que la mémoire peut en retenir soient aussi structurées et durables que celles qui s'impriment dans le cerveau lorsqu'on assiste à un cours d'anatomie classique où une région est progressivement construite en 2 dimensions au tableau avec de simples craies de couleur par un maître anatomiste. De tels cours sont inoubliables. À l'exception des anatomistes universitaires eux-mêmes, il n'y a pourtant plus guère que les chirurgiens militaires qui sont encore convaincus de leur immense valeur pédagogique et qui conservent une telle épreuve d'anatomie à leur concours d'agrégation de chirurgie du Val-de-Grâce. Pour combien de temps encore ? Contrairement au cours d'anatomie fait sur un support PowerPoint, il est impossible de dissimuler la moindre lacune, la moindre faiblesse dans un cours fait à la craie au tableau. Associant la précision descriptive au savoir-faire technique, la rigoureuse structure des connaissances y apparaît dans toute sa splendeur. Il est tout à fait remarquable d'observer que les façons d'apprendre ont radicalement changé en l'espace de 20 ans. Aujourd'hui, près d'un interne en chirurgie sur 2 n'a aucun livre d'anatomie en dehors de celui de Frank Netter. Le plus souvent d'ailleurs, ils ne possèdent pas ce livre sous forme de papier, mais de fichiers téléchargés sur leur smartphone et le plus souvent encore piratés. Or, le Netter est un recueil de planches anatomiques, magnifiques certes, mais qui ne s'accompagne d'aucun texte. Bien sûr, un bon dessin vaut mieux qu'un long discours, mais la solidité de la pensée s'évanouit incontestablement sans le support du langage et la rigueur de l'expression. L'image et l'émotion ont désormais remplacé le verbe et la raison, même chez les futurs chirurgiens, qui deviennent de plus en plus souvent incapables de s'exprimer correctement sans support visuel. Henri Mondor et l'Académie française ont été mis en caisse. Les smartphones les ont remplacés au bloc opératoire. Si les internes n'ont plus de livres, ils s'inscrivent heureusement toujours spontanément dans les diplômes universitaires et les formations sur cadavres pourtant facultatifs, car ils ont parfaitement conscience que s'il est tout à fait possible d'espérer connaître un peu d'anatomie sans texte ni dissection, il est impossible de s'entraîner à la chirurgie sans dissection cadavérique, seule capable de confronter l'étudiant à la réalité des infinies variations anatomiques de nombre, de trajets, de situations, de texture des organes. Il faut noter corrélativement que ces DU étant facultatifs, il est malheureusement tout à fait possible aujourd'hui pour un chirurgien français d'obtenir son diplôme d'exercice sans aucune vérification de ses connaissances anatomiques. Les Italiens ne s'y trompent pas. Les dissections cadavériques sont interdites dans leur pays et c'est en France que les internes en chirurgie italienne n'hésitent pas à s'inscrire à leurs frais pour pouvoir faire des dissections dans le cadre de workshops ou de formations diplômantes ou non. À l'échelle mondiale, le succès des cours internationaux on cadaver organisés dans les pays où cela est possible en témoigne également. Créé par André Delmas en 1954, le don du corps à la science est une admirable disposition officielle rendue possible dans les 27 laboratoires universitaires français d'anatomie. Ce don témoigne évidemment de la générosité et de l'altruisme de son auteur.
On ne s'étonnera donc pas d'apprendre que le nombre de ces dons décroît régulièrement chaque année en France. Les chirurgiens qui en profitent encore doivent éprouver une profonde reconnaissance envers ces donateurs anonymes qui contribuent non seulement à leur formation technique, mais encore à leur formation humaine par la fréquentation directe de la mort dont le contact est soigneusement évité aujourd'hui à presque tout le reste de la population. En confrontant un chirurgien particulier, un véritable corps humain particulier qui y avait librement consenti de son vivant, une dissection d'anatomie est à bien des égards une profonde leçon d'humanité, aussi unique et irremplaçable que la relation médecin-malade dont elle n'est en fin de compte qu'une variante. L'argument avancé par les partisans de la suppression des dissections humaines est qu'il est aujourd'hui possible de s'entraîner sur des simulateurs informatiques. Les pilotes d'Airbus sont en effet lâchés d'emblée avec succès sur leur avion de ligne, sans autre entraînement que celui du simulateur informatique. Or, s'il est parfaitement concevable qu'une machine construite par l'homme puisse être simulée de façon extrêmement réaliste par une autre machine, il est pour l'instant totalement illusoire d'espérer simuler de façon réaliste toutes les situations anatomiques rencontrées sur l'être humain, depuis la quantité de graisse qui infiltre les tissus, leur consistance, leur nature inflammatoire possible, jusqu'aux infinies variations anatomiques de chaque organe, muscles, nerfs, artères, portant sur la situation, le trajet, le nombre, le calibre, etc. Une seule séance de dissection de la même région anatomique portant sur 10 cadavres permet de comprendre cela instantanément. Le meilleur simulateur du corps humain vivant reste et restera définitivement le corps humain mort. Associant deux termes contradictoires, l'expression anatomie virtuelle n'est qu'un oxymore publicitaire destiné à émoustiller les amateurs de jeux vidéo et les décideurs politiques qui sont, il est vrai, de plus en plus coupés de la réalité du monde les uns comme les autres. Plus que dans tout autre métier, la chirurgie s'apprend par compagnonnage auprès de maîtres successifs. Après une phase d'observation active en tant qu'aide opératoire, l'interne se voit déléguer progressivement des phases de l'opération, puis des interventions entières de difficultés croissantes, tout cela sous le contrôle permanent de ses aînés, qui le corrigent et l'instruisent à la fois. Idéalement, cet apprentissage ne peut se concevoir qu'après vérification des connaissances théoriques et pratiques, et après entraînement par répétition d'interventions sur cadavres et sur simulateurs mécaniques en célioscopie et informatique. L'apprentissage des gestes de la microchirurgie peut certes commencer sur des tubes de silicone ou des nouilles, mais le modèle animal reste indispensable pour reproduire la réalité du sang qui inonde le champ opératoire et empêche de travailler, la consistance de la veine sectionnée et collabée, dont les parois doivent être arrosées en permanence pour pouvoir être distinguées l'une de l'autre, ou la thrombose vasculaire qui suit la moindre faute technique de l'anastomose. Je mets la première fois sur le patient et le slogan politiquement correct actuel. On ne peut qu'y souscrire entièrement, à condition que les moyens d'une formation chirurgicale digne de ce nom soient préservés et développés, en commençant par les simulations sur animal et sur cadavre humain. Qu'il s'agisse de se former à une intervention ou de développer de nouvelles techniques, la meilleure simulation chirurgicale possible est en effet la dissection. Il n'est pas question pour autant de nier les immenses progrès de la chirurgie, dont la technique se complexifie de plus en plus. Avec la chirurgie mini-invasive, rendue possible par l'endoscopie et la célioscopie, l'imagerie, l'informatique et la robotique ont permis d'aboutir à la stéréotaxie et aux robots chirurgicaux. Mais même en imaginant de façon utopique la généralisation de ces aides techniques merveilleusement et horriblement coûteuses, il arrivera toujours un moment où la conversion vers une chirurgie conventionnelle deviendra nécessaire et où le chirurgien ne pourra plus compter que sur lui-même, sur ses propres connaissances anatomiques et sur son propre savoir-faire chirurgical. L'ingénierie tissulaire et les cellules souches permettent d'espérer reconstruire des organes de façon non ou très peu chirurgicale. Les pathologies chirurgicales elles-mêmes deviennent de moins en moins chirurgicales. Toutefois, en imaginant de façon tout aussi utopique qu'un jour toutes les tumeurs puissent être traitées de façon non chirurgicale et que toutes les malformations auront disparu parce qu'un eugénisme qui n'ose pas dire son nom ne leur a plus permis d'exister, il restera toujours à l'humanité ces pathologies externes, infectieuses
et surtout traumatiques, dont il est malheureusement impossible d'imaginer la disparition. Un chirurgien sera toujours nécessaire pour les traiter. Il est manifeste que les indications de la chirurgie concernent de plus en plus des individus physiquement sains, mais psychologiquement perturbés dans une société malade, qui devient de moins en moins capable de supporter la réalité biologique, les efforts, le vieillissement et la mort. Il suffit pour s'en convaincre de songer à la prise en charge actuelle de l'obésité qualifiée de morbide, à la chirurgie dite esthétique ou à celle du transsexualisme. De façon paradoxale, la chirurgie devient une auxiliaire à part entière de la psychiatrie et tente de compenser à coups de bistouri les carences de l'âme et de la raison. Le chirurgien doit s'y préparer. Dans ce domaine autant que dans les autres, il doit s'entraîner et répéter. Dans les pays occidentaux, son patient a peur. Peur du vieillissement, peur du risque, peur de l'accident, peur de la maladie, peur de son chirurgien. Sous le caractère apparemment éthique du slogan « Jamais la première fois sur le patient », se cache cette peur et ce refus de la réalité des choses, de la vie et de la mort. Cette peur engendre une illusion selon laquelle les chirurgiens, avant d'être remplacés définitivement par des robots supposés infaillibles, ne devront plus être formés que dans des situations de simulation avant de passer pour la première fois à l'être humain. Nous en sommes très loin et la situation en France n'est malheureusement pas près de s'améliorer à cet égard. Quel chirurgien veut-on former en France ? Si la chirurgie française a été considérée comme une des meilleures du monde au XXe siècle, c'était à cause d'une certaine conception humaniste, universelle, exigeante et maximaliste de la formation de ces chirurgiens. Un voyage autour du monde permet de vérifier qu'il est tout à fait possible de former des chirurgiens d'une autre façon, comme de simples officiers ou techniciens de santé pratiquant un nombre limité d'interventions. C'est malheureusement l'option qui a été retenue en France dans la réforme actuellement en cours du 3e cycle des études médicales, dont les motivations sont essentiellement de nature financière. Dans le seul but d'économiser sur leur temps de formation, on ne demandera plus aux chirurgiens que de savoir traiter les pathologies les plus fréquentes, en réservant les autres à quelques rares surspécialistes. Quant à l'anatomie, supprimée des programmes il y a 30 ans et récupérée in extremis par les enseignants des DU, elle devra une nouvelle fois essayer de survivre à la disparition de ces DU. Cette disparition de DU est en effet programmée à son tour par cette réforme qui, comme toutes les autres en France, ignore encore délibérément les spécificités de la formation et de l'exercice chirurgical.